Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de 3 trucs à faire au jardin, donc au mois de septembre. C'est parti pour la vidéo 3 trucs à faire au jardin au mois de septembre. Bon, en ce mois de septembre pour moi c'est très actif au jardin. Il y a tous les légumes du potager, comme d'hab, tomates, courgettes, betteraves, carottes, j'en oublie, peu importe. Tous les légumes du potager, mais dans ce potager il y a également pas mal d'arbres fruitiers. Donc dans le potager je récolte également maintenant des pommes, des prunes, les framboises toujours, tout un tas de petits fruits. Et tout autour de mon potager, dans l'ensemble, dans une grande partie de mon jardin, j'ai planté énormément d'arbres comestibles. Donc quand je dis des arbres comestibles, ça peut être les feuilles qui sont comestibles, comme les tilleuls par exemple, ça peut être les fleurs qui sont comestibles, ça peut être les graines qui sont comestibles, ça peut être les fruits qui sont comestibles. Et donc 5 ans plus tard, ça commence à être vraiment très intéressant. Le pommier qui se trouve dans le mini potager de 20 mètres carrés produit lui aussi pas mal de pommes. Maintenant tous les jours, je vais essayer de rentrer un panier de pommes, un panier de raisins. J'ai des raisins qui mûrissent un petit peu partout, mais évidemment les raisins qui sont dans la serre mûrissent bien avant les autres. Et j'ai des raisins de toutes les couleurs, des blancs, des rouges et même des rosés. Niveau potager, le potager vraiment tout l'été a donné énormément de récoltes. Le potager a permis de nourrir pas mal de personnes cet été. J'en suis très content. Et donc là dans les nouvelles activités, j'ai une serre qui fait 80 mètres carrés. Cette serre, le but, un des intérêts de cette serre, bon ça a produit énormément de tomates, mais un des intérêts de cette serre, parce que les tomates j'en ai partout aussi à l'extérieur, donc un des intérêts de cette serre, je vais réussir à le dire, c'est de produire des légumes frais toute l'année. Je vais pouvoir récolter des légumes frais toute l'année dans la serre, ce que je ne peux pas faire en extérieur car il y a de la neige, il fait pas beau, etc. Donc pour ce faire, je vais être obligé de me débarrasser de certaines tomates, de les enlever carrément pour libérer des zones de culture, pour lancer des cultures de, qu'est-ce que j'ai lancé, épinards, radis, laitue, d'autres radis, voilà. Donc je libère petit à petit les zones qui sont dans la serre pour continuer à semer des légumes qui me nourriront toute l'année. Puisque je filme dans la serre, j'en profite parce que vous êtes très nombreux à me demander des nouvelles de mes bananiers. Donc j'en profite pour vous donner quelques nouvelles. Les bananiers dans la serre sont toujours vivants, mais le problème c'est que chaque hiver ils se prennent moins 10 sur la tête, moins 12, et du coup ils souffrent énormément. Et vu qu'ils souffrent, ils se font envahir par les autres végétaux que sont les tomates sauvages parce qu'elles se ressèment toutes seules, que ce soit les glycines tubéreuses, que ce soit la verveine. Tous les végétaux en fait dominent mes bananiers qui ont bien du mal à survivre aux hivers. Pour commencer, je m'attaque seulement à la partie centrale de la serre, de la partie potagère de la serre. Je ne m'occupe pas des côtés. Je vais commencer par une zone, celle du centre. Donc je coupe les tomates qui sont encore un peu productives. Ces tomates, elles ont produit depuis le début du mois de juin jusqu'à septembre. Donc elles ont produit pendant plus de 3 mois et j'ai encore pas mal d'autres tomates ailleurs qui produisent. Donc ce n'est pas un problème d'en supprimer. Je retire tout, je le mets sur les allées. Comme ça, la matière organique ne part pas très loin. J'enlève tout le paillage. Je trace des sillons dans lesquels je vais pouvoir faire mes semis en ligne. On voit toute la vie qui était sous le paillage en train de grouiller dans le sol. Je vais repailler ensuite. Je vais piquer un peu d'eau dans la mare au canard. J'arrose abondamment la zone. Les canards m'ont poursuivi jusque dans la serre pour voir ce que je faisais de leur eau. Ensuite, j'ai remis un léger paillage sur l'ensemble de la zone de culture. Le paillage, je l'ai fait très léger pour que les semences puissent germer à travers sans aucun problème. Quand je fais un paillage fin comme celui-ci, j'évite d'utiliser du foin, car le foin contient beaucoup de graines et ces graines d'herbes sauvages dans un paillage très fin pourraient germer elles aussi. Deuxième chose dont on va parler dans cette vidéo du mois de septembre, c'est semer des engrais verts.
Généralement, en automne, en hiver, le potager diminue un petit peu. Il y a des zones de culture qui sont laissées libres. Du coup, c'est un bon moment pour semer des engrais verts. Ça permettra d'occuper l'espace pour empêcher que les herbes sauvages viennent s'installer. Et en plus, ça permettra d'enrichir le sol par la matière organique que ces engrais verts produisent. En zone où je vais mettre des engrais verts, il y a celle-ci. L'idée pour moi des engrais verts, c'est de balancer cette plante, les engrais verts, que ce soit facélie, que ce soit trèfle incarnat, que ce soit peu importe l'engrais vert que vous allez choisir, de la moutarde, peu importe, c'est d'utiliser des zones qui ne vont plus être cultivées pour les ensemencer avec des engrais verts qui vont pousser, qui vont prendre la place des herbes sauvages. Ça évitera que votre zone se réenherbe et au printemps, vous n'aurez qu'à les coucher au sol et ça va nourrir le sol. Bref, donc moi, il faut des zones dégagées. Mon jardin, à l'heure où je tourne cette vidéo, mon potager il est rempli de partout, il n'y a pas d'espace libre, à part cette petite zone ici, donc c'est ici que je vais mettre de l'engrais vert. Je vais mettre du trèfle incarnat, c'est une plante que j'aime beaucoup, elle fixe l'azote atmosphérique. Et du coup, quand au printemps je la coucherai, ses feuilles seront riches en azote et ça apportera de l'azote au sol, de l'azote qu'elle aura capté dans l'atmosphère. C'est une plante que j'aime bien parce que j'en laisse toujours quelques-unes en fleurs. C'est une très jolie plante qui fait des fleurs rouges qui attirent les insectes pollinisateurs, très joli trèfle. Et du coup, voilà, je vais le semer ici. Il y a un petit peu de paillage, mais le paillage est très fin, donc ça ne va pas le gêner. Alors je sème un peu à l'arrache, hein. Je ne me casse pas vraiment la tête, vu que le but c'est pas de récolter quoi que ce soit. S'il y en a trop, c'est pas grave. Ça va mettre plein de racines dans le sol, ça captera l'azote atmosphérique, ça fera de la biomasse. Et ça sera joli. Et en plus, j'en mets plus parce qu'en ce moment, j'ai des merles qui viennent farfouiller dans mes zones de culture. Donc j'en mets des tonnes. J'en mets aussi un peu n'importe où dans le jardin. J'en ai toujours qui repoussent par-ci par-là, je trouve ça très joli. Hop. Voilà, le paillage est fin, donc je pense que les graines touchent le sol. Et en plus, comme je vais arroser par-dessus, ça va assurer le fait que les graines vont bien tomber sur le sol. Hop. Troisième chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est la préservation de la biodiversité, parce que c'est bien gentil de produire des légumes et des fruits, mais il faut quand même essayer de préserver la biodiversité qui nous entoure quand on sait que les insectes sont en chute libre et les arthropodes de manière plus générale, hein, les arthropodes, c'est des petites bébés. En gros, les insectes, c'est ce qui a 6 pattes, on va dire, et si ça n'a pas 6 pattes, c'est plutôt des arthropodes. Dans les petites bébêtes, hein. Je vous fais vraiment très simplifié. Mais là vous vous dites peut-être, mais c'est quoi donc que les arthropodes? Alors les arthropodes c'est un embranchement et pour faire simple on peut dire que les arachnides, les crustacés, les myriapodes et les insectes sont des animaux appartenant à l'embranchement des arthropodes. Généralement toutes les petites bébêtes que l'on voit dans le jardin on appelle ça des insectes. Alors c'est vrai que beaucoup sont des insectes mais toutes ces petites bébêtes ne sont pas forcément des insectes. Si l'on voit 6 pattes comme sur cette fourmi ou sur cette abeille, nous sommes bien face à un insecte car les insectes ont 6 pattes. C'est pas les seules caractéristiques mais bref. Si on voit 8 pattes comme sur cette araignée ou sur cette tique, là nous ne sommes pas face à un insecte, nous sommes face à des arachnides qui ont 8 pattes. Peut-être dans votre jardin vous avez déjà vu cette petite bestiole, c'est un cloporte. Le cloporte a 14 pattes, c'est donc un crustacé. Et parfois même, il y a des petites bébêtes qui ont beaucoup plus de pattes. Hein. Entre 16 pattes et 500 pattes, ce sont les myriapodes. Donc là, on parle des 1000 pattes, hein, mais c'est pas 1000 pattes. Enfin bref, donc voilà, quand il y a beaucoup de pattes comme ça, ce sont les myriapodes. Quand il y a 14 pattes, ce sont des crustacés. Quand il y a 8 pattes, ce sont des arachnides. Et quand il y a 6 pattes, ce sont des insectes. Bref, tout ça pour vous dire qu'on parle souvent d'insectes pour simplifier, mais en fait, on devrait peut-être parler d'arthropodes dès que l'on parle d'araignées ou de cloportes. Ce qu'il est peut-être aussi important de savoir, c'est que toutes ces bestioles, même si elles nous semblent très nombreuses, il faut savoir que leur population a considérablement chuté. Des études en Allemagne ont montré que à peu près 67% des arthropodes avaient disparu. C'est entre autres pour cette raison que dans mon jardin, j'ai envie de créer tout un tas d'écosystèmes capables d'accueillir toutes ces petites bestioles, dont la plupart je ne connais même pas du tout le nom ni l'existence, hein. Mais en tout cas j'ai envie d'accueillir un maximum de cette biodiversité dans mon jardin. Et donc j'essaie de créer tous les écosystèmes qui me semblent être favorables pour accueillir tout ce monde.
Donc moi dans mon jardin, j'essaie d'avoir des tas de pierres, des tas de bois, de l'eau, des zones sèches, des tas de cailloux, vraiment tout un tas de biotopes, des arbres morts, des arbres vivants. Vraiment, j'essaie d'avoir un maximum de biotopes, des zones de sous-bois avec un petit ruisseau qui coule. Ouais, super, c'est mignon les arthropodes, tout ça, mais on n'a pas tous des terrains immenses, on va pas tous pouvoir faire couler des ruisseaux dans des tas de pierres sur des tas de bois comme toi tu nous proposes. Oui, effectivement, on n'a pas tous des grands terrains comme le mien, on ne peut pas tous faire exactement les mêmes actions que moi, mais en tout cas ce que je voulais vous montrer, ça me permettra de vous montrer également le petit potager de 20 mètres carrés. Le petit potager de 20 mètres carrés, il est encore très productif en tomates, carottes, enfin plein de trucs, peu importe. Mais du coup, je vais essayer d'accueillir la biodiversité parce qu'il est productif, c'est sympa, mais je veux aussi que ce petit potager de 20 mètres carrés soit un lieu de préservation de la biodiversité. Là, en septembre, c'est très intéressant de faire des nids pour les arthropodes, pour les insectes, parce que beaucoup d'animaux ne vont pas passer, c'est la fin de l'été, il y en a pas mal, notamment les coccinelles, qui vont essayer de s'abriter pour passer l'hiver abrités. Du coup, si elles n'ont pas d'abri, elles ne peuvent pas rester sur votre jardin. Et donc l'idée, c'est que ces abris à insectes que l'on va installer dans le mini potager de 20 à 25 mètres carrés, ça ne prenne aucune place pour les légumes, que ça ne réduise pas du tout la productivité du potager. Ce qui fait que il n'y a plus d'excuses, tout le monde peut faire des petits abris à insectes dans un mini potager, dans un balcon, ça ne va pas piquer de l'espace aux légumes. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais de l'hôtel insecte. Alors l'hôtel insecte, ça a plusieurs, c'est sympa, c'est très pédagogique, mais ça a plusieurs inconvénients, notamment le fait de rassembler tout un tas d'insectes qui vont se manger les uns les autres, donc c'est pas forcément l'idéal. Donc là, je vous propose de faire des petits nichoirs pour insectes, mais on va les espacer, on va les mettre à des endroits différents et on va les faire facilement avec les matériaux que j'ai autour de moi. Bref, je vous montre ça, des petits abris à coccinelle. Alors c'est parti pour la construction de ces petits abris. Première chose qui est très simple à faire, c'est que je prends juste une bûche dans laquelle je fais des trous. Ces trous serviront d'abri pour passer l'hiver à tout un tas de petites bestioles. Et pourquoi pas des coccinelles. Dans la nature, les coccinelles se réfugient sous des écorces d'arbres, entre deux cailloux, enfin des petites cachettes qu'elles trouvent. Donc ces petits trous-là pourront faire l'affaire. Deuxième chose, j'ai installé plein de nids d'oiseaux dans mon jardin. Et notamment, j'en avais acheté quelques-uns à la LPO, Ligue de protection des oiseaux. Et du coup, parmi tous ces nids, il y en a un que j'ai pas installé et je vais le transformer en nichoir à coccinelle. Donc là, en gros, il faut mettre de la paille à l'intérieur. Et il faut obstruer l'entrée. En fait, il ne faut pas qu'un oiseau puisse rentrer parce qu'un oiseau qui rentrerait dans un hôtel à insectes ferait des carnages. Donc là, l'idée, c'est que je réduis l'entrée. Donc il n'y a plus qu'une petite fente qui permettra à des insectes de rentrer. Et en plus de ça, je rajoute des trous. Voilà. Ça, c'est le type de nichoir à coccinelle très basique, enfin d'abri à coccinelle, pour qu'elle puisse passer l'hiver. Bien protéger ce nichoir-là, il faut l'installer au soleil pour que la paille puisse chauffer et que la coccinelle ait envie de s'abriter au chaud. Troisième abri que je vais confectionner, c'est simplement en utilisant du bambou. Les tiges de bambou sont des tiges creuses, je les attache ensemble, je fais un espèce de petit fagot et ça me fait tout un tas de cachettes pour tout un tas de petites bestioles. Pourquoi pas des coccinelles aussi qui se réfugient dans les tiges creuses. Dans tous les cas, c'est ni soit la bûche, soit le tas de bambou, s'ils ne sont pas habités cet hiver, ou même s'ils sont habités cet hiver, au printemps et en été serviront également de nichoirs pour des abeilles solitaires. Donc voilà, c'est trois types de nichoirs que je vais installer dans le mini potager. Je dis des nichoirs, mais on pourrait plutôt appeler ça des gîtes ou des abris pour les insectes, pour qu'ils puissent passer l'hiver tranquillement. Donc dans le pommier, j'installe les bambous. Ce qui est bien avec le bambou, c'est que c'est un bois qui dure très longtemps sans pourrir. Sur un poteau, j'attache ma bûche. J'aurais pu directement percer le poteau, mais j'avais pas envie de l'abîmer. Donc je préfère installer une bûche sur ce poteau. Et ça, je sais que cette bûche, dans tous les cas, au printemps prochain, c'est sûr qu'il y aura des abeilles solitaires qui s'installeront à l'intérieur. Mais c'est quand même vraiment important d'installer tous ces abris en fin d'été parce que beaucoup d'insectes souffrent en hiver par manque d'abri parce que manque d'arbres morts, etc. Et donc le nichoir, l'ancien nichoir à oiseaux qui est devenu un nichoir à coccinelle, je l'installe à cet endroit-là. L'idéal, c'est d'installer des petits abris à des endroits différents, dans des contextes différents. Et voilà. Pour les coccinelles, il est vraiment recommandé de les mettre au soleil pour que ça chauffe.
Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie également toutes les personnes qui se lanceront dans la création d'un abri pour la vie qui nous entoure. C'est hyper important. Un des buts de ma chaîne, c'est de motiver les gens à produire des légumes de façon, on va dire, respectueuse de l'environnement, mais créer un maximum de lieux d'accueil de la biodiversité. C'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos. Donc merci à tous ceux qui essaieront de faire un petit quelque chose pour accueillir la biodiversité dans leur jardin. Merci beaucoup. Un immense merci donc à toutes les personnes qui soutiennent par le financement participatif cette chaîne. C'est grâce à vous qu'on peut proposer une chaîne sans aucune publicité. J'ai vraiment pas envie de voir des pubs pour je ne sais quelle marque quand on va regarder une vidéo sur ma chaîne. Du coup, merci beaucoup à tous ceux qui me permettent d'avoir aucune pub. Et puis voilà, je vous dis quoi? Je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!